vais aborder 3 sujets, plus ou moins détaillés, parce qu'on va gérer ça aussi en fonction du temps. Donc, faire un zoom sur les cas d'usage, et d'ailleurs, je vais même élargir un tout petit... Enfin, un des premiers cas d'usage, c'est la gestion des statuts. Pour vous faire prendre conscience, alors, Fabrice disait c'est un projet 360 degrés, c'est vraiment 360 degrés. Hein. C'est dans toutes les dimensions, puisqu'on va traiter 100% des factures, et donc 100% des cas d'usage, enfin de la façon des factures que vous pouvez avoir aujourd'hui. Je pense qu'un bon exercice, d'ailleurs, c'est de vous dire à chaque fois que vous faites un achat, à chaque fois que vous avez une facture entre les mains, vous vous dites ça sera comment dans un an. Faites l'exercice. Vraiment. Vous verrez que tout de suite, ça vous ouvre, je ne sais pas si ça s'ouvre les chakras, mais ça peut ouvrir aussi parfois certaines angoisses. Alors, ça, je rappelle un slide qui est dans les spécifications externes, mais qui est important, parce qu'effectivement, cette réforme, comme elle met en pratique finalement le modèle dit 4 coins d'interopérabilité, c'est-à-dire je n'envoie plus ma facture à mon client, mais je l'envoie à quelqu'un qui l'enverra à quelqu'un qui l'enverra à mon client. Donc, dès qu'on est dans un schéma comme ça, c'est important de bien tracer la facture. Et puis, en même temps, vous avez un précompte de TVA qui se fait, aussi bien sur la collecte que la déductibilité. Et donc, il peut y avoir des actions sur la facture qui vont faire revenir en arrière ce précompte de TVA. Alors, les 2 points sur lesquels je voulais insister, c'est que souvent, les gens disent « Ah bah, il y a des statuts obligatoires, et puis les autres ne sont pas obligatoires, donc on les fera quand on aura le temps. » Alors, les statuts obligatoires, c'est une vision des DGFiP. C'est obligatoire pour la DGFiP. La DGFiP les veut. Mais les autres, ils sont très importants pour avoir un bon suivi du traitement de la facture. Donc, il faut apprendre à les faire. Moi, j'entendais que mettre un statut sur l'approbation, c'est pas forcément facile de le publier. Or, c'est une très bonne chose de publier. Tous ceux qui font de la facture électronique savent que publier ces statuts vers ses fournisseurs, c'est éviter que vos fournisseurs vous appellent pour les savoir, pour les connaître. Donc c'est un point important, et donc tous les statuts qui sont en jaune ici sont extrêmement importants. Il faut apprendre à les faire, parce que c'est bien de les transmettre, mais pour les transmettre, il faut les fabriquer. Et donc il faut avoir un traitement, dans son traitement de facture reçue, typiquement, il faut savoir les fabriquer. Et puis, il y a le fameux statut encaissé pour les factures dont la TVA est à l'encaissement, qui veut dire qu'il faut savoir lettrer les factures dans un délai assez court. Je rappelle que c'est 10 jours. Enfin, on a 10 jours de délai par rapport à sa période pour lettrer et pour dire qu'on a été payé quand on est au service. Je peux expliquer pourquoi les services, parfois, sont un peu en retard sur la facture. Et puis, il y a un sujet dont on va parler peut-être, j'espère, à la réunion qui va venir juste après à 11h, mais qui est quand même significatif, c'est l'impact du statut refusé qui, si on en croit, on écoute les discussions qu'on peut avoir aujourd'hui, aurait comme impact, en fait, que le simple fait de refuser une facture est un statut terminal, c'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir dessus, on ne pourrait pas revenir dessus. Je dis ça tout au conditionnel parce qu'il y a beaucoup d'émotions liées à ça, et donc on peut espérer que ça peut éventuellement changer un peu, mais ça a une conséquence directe, c'est-à-dire si quelqu'un pose un statut refusé, ça veut dire que la seule façon d'en sortir, c'est de faire un avoir et une nouvelle facture. Et quand on fait une nouvelle facture, on met une nouvelle date. Et quand on met une nouvelle date, le délai de paiement, mécaniquement, il a décalé. Ou alors, ça devient compliqué de faire des délais de paiement plus courts parce qu'on refait des factures. Et ça, c'est vraiment un point très important, parce que quand vous prenez... Alors, les grandes entreprises pourront peut-être être éduquées et appuyer sur le bouton « Refuser » vraiment quand il faut appuyer dessus, mais quand on a 4 millions de décideurs de PME avec leurs équipes comptables et qui voient dans les statuts possibles « Refuser », quand ils ne sont pas d'accord avec la facture, ils vont plutôt taper là qu'en litige ou approuver partiellement. Et si ça déclenche obligatoirement des avoirs et des refactures, ça veut donc dire déjà, dès qu'on fait l'analyse en 360, apprendre à faire des avoirs et des refactures rapidement peut être un enjeu. D'accord ? Juste première conséquence. Voilà, donc ça, je passe rapidement, mais c'est important de bien prendre conscience de ce que signifie ce cycle de vie, et qui va être important parce qu'on aura de la traçabilité, mais en même temps, ça a des impacts opérationnels, et qu'on essaie aussi de faire rentrer un peu la réalité opérationnelle pour faire en sorte que ça ne vienne pas décaler, que la conséquence de la réforme, ce ne soit pas le décalage des délais de paiement, ce serait dommage, parce que l'objectif était l'inverse, je rappelle. Alors ensuite, on parle beaucoup de cas d'usage, et c'est pareil, sur le tour d'horizon 360, eh bien, ça veut dire que j'ai un certain nombre de factures ou de processus qui sont spécifiés, qui ne sont pas dans la norme classique. Je rappelle, la norme européenne et les formats du socle minimum, ça part d'un principe, c'est qu'une facture, c'est pour une commande et une livraison, déjà.
Donc par exemple, le secteur du transport qui est très avancé, typiquement le secteur du transport, c'est multicommande. Hein. Alors, livraison, ça ne veut pas dire grand-chose puisqu'ils transportent, mais en fait, ils font ils font des factures mensuelles déjà pour commencer en général, et ils mettent l'ensemble des transports qu'ils ont fait avec un client. Tout ça, c'est des commandes différentes. Et donc, on est typiquement déjà en dehors de la norme aujourd'hui. Il va falloir utiliser des extensions qui ont déjà été prévues dans les spécifications externes pour pouvoir codifier le fait qu'on a une facture qui dépend de plusieurs commandes ou de plusieurs livraisons. Ça, c'est le premier cas d'usage un peu standard, qui est assez simple finalement. Mais après, il y en a, vous voyez, un certain nombre, il y en a 35 qui ont été répertoriés, plus de 35 d'ailleurs qui ont été répertoriés, et dedans, il y en a fatalement qui vous concernent, enfin qui concernent les entreprises. Et puis il y en a des particuliers, alors je vais en citer quelques-uns, effectivement, tout ce qui est, dès qu'on fait intervenir des tiers, donc c'est un tiers qui valide la facture, c'est un tiers qui fabrique la facture, vous vendez sur une place de marché, il y a plein de gens qui vendent dans les PME sur des places de marché, c'est souvent la place de marché qui fait la facture, c'est pas le fournisseur. Donc comment elle va prévenir le fournisseur qu'elle a fait une facture, comment la facture va être déclarée, qui va quand même précompter de la TVA, il faudrait que le fournisseur soit un peu au courant. Vous voyez, ça, tout de suite, on sent qu'il y a des sujets à réfléchir. Il y a un sujet sur lequel on travaille d'ailleurs pas mal avec l'ASF au sein du forum, qui est comment va se passer l'affacturage. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, je transmets une facture et elle est à facturer. Donc le facteur, il a envie de savoir ce qu'il est. La facture lui appartient. Donc légitimement, il dit moi j'aimerais bien connaître les statuts parce que c'est important pour moi de savoir si cette facture elle est validée, pas validée, etc. Et donc comment je peux rentrer dans le cycle. Alors aujourd'hui, le mécanisme, il a prévu de dire j'ai un fournisseur, il envoie une facture à un client, terminé. Ben non, pas terminé, parce que le fournisseur, il va falloir que la facture elle aille voir le facteur, que le client soit au courant que c'est un facteur qu'il faut payer à l'autre bout. En plus, on peut faire de la facturage après avoir envoyé la facture. Donc cette facture, la facture, elle est transmise, on ne la change plus. Je vous rappelle qu'on ne peut pas dire je la refais en rajoutant quelque chose. Donc comment s'organise le fait qu'on va prévenir les gens proprement sans que ce soit trop compliqué. Voilà. Donc tous ces sujets-là sont travaillés, bien sûr, à la fois au sein du PPF. Nous, on y travaille aussi au sein du forum pour proposer des solutions communes. Mais ça veut dire que ça impacte vos business métiers, enfin vos processus métiers. Il y en a un certain nombre, je ne vais pas tous les énoncer. Il y en a beaucoup sur lesquels on a travaillé. Alors, l'intérêt aussi de tous ces cas d'usage, souvent, c'est un rappel de la loi aussi. Hein. C'est-à-dire que la réforme, elle va faire que ce qui est écrit dans le code des impôts va devoir être respecté plus souvent. Typiquement, je crois que ça va faire une vingtaine d'années que quand on fait des acomptes, on doit faire des factures d'acompte. Bon, dans la réalité, il y a des gens qui découvrent que ça va exister, enfin que ça existe depuis longtemps. Eh bien voilà, il va falloir le faire proprement. Et quand on le fait proprement, comme en plus la réglementation pour capter la TVA au plus tôt a dit maintenant je veux dans tous les cas, y compris sur les biens, avoir la TVA sur les factures d'acompte. Et comme pour ceux qui font un peu de compta savent que les factures d'acompte, ça ne se comptabilise pas comme du chiffre d'affaires ou du produit, mais ailleurs. Et donc dans la facture finale, on remet l'intégralité de la prestation. Et donc, s'il y a l'intégralité de la prestation, il y a l'intégralité de la TVA. Donc il y a un sujet de fond, c'est comment je fais pour faire comprendre à la DGFiP et aussi à mon client d'ailleurs, que dans une facture, il y a de la TVA, et une partie de cette TVA, elle a déjà été faite dans la facture d'acompte, donc il ne faut pas en tenir compte. Voilà, c'est un sujet un petit peu subtil, qu'il va falloir traiter. Ensuite, on a alors un certain nombre de cas, mais ceux qui peuvent vous intéresser plus particulièrement, enfin sur lesquels il faut avoir souvent une attention particulière, c'est tout ce qui a trait aux frais. C'est-à-dire, encore une fois, je suis un collaborateur, je vais dans un hôtel, et là je me repose la question, tiens, mon hôtel, il me file une facture pour que je me fasse, moi qui paye, pour que je me fasse rembourser, ça se passe comment dans un an? Donc dans un an, il va falloir que j'apprenne le numéro de sirène de mon entreprise, donc c'est 9 chiffres, 13 si vous allez au SIRET. Je pense qu'il va devenir utile, celui-là. Et donc, quand vous allez au restaurant, etc., à l'hôtel, il va falloir probablement le donner pour que lui puisse envoyer une facture directement à l'entreprise, pour que l'entreprise puisse potentiellement récupérer la TVA. Parce que je vous rappelle que si jamais la facture n'est pas adressée à l'entreprise, la règle, c'est que la TVA n'est pas récupérable. Et donc, elle n'est pas récupérable. Alors qu'aujourd'hui, elle est potentiellement récupérée parce que, bon, on s'arrange. Là, on pourra moins s'arranger. Et puis après, la deuxième question, c'est attends, mais cette facture qui est partie dans mon entreprise, moi, j'aimerais bien avoir un truc parce qu'il s'agit que je me fasse rembourser quand même. Ah, c'est quoi le truc que j'ai? C'est pas une facture, c'est une copie de facture, ça a quelle valeur, voilà, tout ça, c'est ça. Et ça veut dire que l'hôtel, il va falloir qu'ils réfléchissent aussi, qu'ils se disent, moi, je vais voir des gens débarquer qui vont me donner des numéros de sirène, il va falloir que je fasse des factures et que je lui donne un bidule pour qu'il se fasse rembourser, comment je fais?
D'accord ? Donc ça concerne tout le monde. Et donc on va avoir, d'ailleurs, il y a une des réponses qui est ce qu'on appelle le doublon de facture, c'est-à-dire, ça c'est le cas d'un prestataire de construction, on va dire, qui va chez son magasin favori, là, Leroy Merlin, Castorama, Bricorama, il faut que j'en cite 3, je crois, à chaque fois. Et donc il achète en caisse comme tout le monde. Donc le Bricorama de base, lui, il est en e-reporting. Seulement, la personne dit « Ah, je veux une facture ». Et là, il faut faire une facture, et il faut, encore une fois, pas déclarer la TVA 2 fois. Donc on va faire une facture dans laquelle il sera écrit « La TVA a été déclarée en e-reporting, mais elle peut être déduite en e-invoicing », entre guillemets. Voilà des solutions qui sont bien. Et puis après, il y a les fameuses factures mixtes, les factures qui sont à la fois de services et de biens de façon indépendante, dont on ne sait toujours pas comment on va les traiter, parce qu'on ne sait pas écrire dans une facture aujourd'hui qu'il y a une partie qui est à l'encaissement et une partie qui est au débit. Mais les solutions vont se trouver. Mais tout ça, ça montre qu'il y a des sujets à traiter. Voilà pour les cas d'usage. Alors, quelques mots malgré tout autour de cette réforme pour savoir comment on peut se préparer. C'est quand même important. Alors, on a vu, moi, ce qui m'a vraiment... mon attention était attirée par deux lignes à un moment dans les slides qui faisaient exploser l'avancée du order to cash et de l'escompte dynamique. Ça veut dire que le marché qui était très orienté sur les achats, enfin sur les factures entrantes, il a quand même un mouvement assez fort sur les factures sortantes. Et quand on fait des factures sortantes, alors tout le monde fait de l'EDI, quand on fait de l'EDI chez soi et qu'on demande à ses fournisseurs de vous envoyer de la donnée, c'est tranquille. Quand on doit soi-même faire des factures avec des données qui sont conformes à la norme, c'est un autre sujet. On retourne la chose et on prend conscience de ce qu'on a demandé à ses fournisseurs. Et donc une facture électronique, ça veut dire qu'il faut mettre toutes les données, enfin, ou un certain nombre de données, heureusement, avec FactureX, mais sinon, qu'on fait de la vraie facture électronique que de données, toutes les données dans une facture. Et si vous regardez, encore une fois, deuxième exercice intéressant, vous prenez les factures que vous recevez ou que vous émettez, vous les regardez bien dans le fond des yeux, alors c'est un peu technique, vous prenez la norme à côté et vous dites tout ce qui est écrit dans cette facture va dans quelle case dans la norme, et qu'est-ce qui reste que je n'ai pas réussi à mettre. Et vous verrez qu'il reste 20 à 30% de choses que vous ne savez pas où mettre. Et que l'exercice n'est pas simple. Et après, le deuxième exercice intéressant, c'est de faire ça avec plusieurs personnes et de regarder si elles ont le même résultat. Ça vous donne une idée de la complexité qui est derrière quand même. Et donc, qu'est-ce qu'il faut savoir faire ? Il faut savoir, bien sûr, mettre les données aux bons endroits. Il y a des règles de calcul qui font que, normalement, la somme des lignes fait le pied, les détails de la TVA se calculent en pied, pas à la ligne, alors qu'il y a des systèmes d'information qui calculent la TVA à la ligne et qui font la somme. Donc ça, est-ce que c'est votre cas ou pas votre cas ? Tout ça, ça se passe dans les systèmes d'information des entreprises, pas dans les PDP ou les OD. Il y a les problèmes d'arrondi, les sujets d'arrondi. Et puis après, il y a tous les gens qui font des factures en TTC. Ça existe beaucoup, ça, rien que pour le secteur, enfin pour les particuliers. Et donc, alors là, je vais vous renvoyer à vos études d'il y a très longtemps, je pense. Mais quand on fait des factures en TTC, il y a des problèmes d'arrondi parce que, en gros, c'est pas une bijection, là, le truc qui fait passer des prix hors taxe au prix TTC. C'est-à-dire qu'il y a des prix TTC qui sont normalement impossibles. 24,99 ne devrait pas exister. Parce que 24,99, c'est soit 20,83 et ça donne 25, soit 20,82 et ça donne 24,98. Or, 24,99, c'est quand même un prix RAM qui arrive assez souvent. Vous voyez ? Et donc là, le centime qui se perd, qu'est-ce qu'on en fait ? Et puis quand on fait des factures avec plein de centimes qui se perdent, ça fait des choses bizarres en bas. D'accord ? Donc ça, c'est des sujets qu'il va falloir un peu regarder. Bien sûr, il faut savoir gérer des statuts en termes de préparation. Donc, quand je suis en réception, je l'ai dit tout à l'heure, savoir ce que je peux faire avec mes statuts. Et puis, ce serait bête de ne pas les utiliser. C'est-à-dire que quand je suis en position de fournisseur, j'ai de l'information. Et cette information, il faut aussi que ça rentre dans mon projet pour que j'aille chercher les gains. Et puis, toujours dans la préparation, eh bien, je viens d'en parler, faire l'inventaire des cas d'usage, ça fait partie de la préparation. C'est pour ça que quand Fabrice il dit là, maintenant ça va, demain c'est trop tard. Bon, moi, j'ai une présentation qui dit la facture électronique, c'est maintenant, depuis environ 6 mois. Donc, je devrais changer. Je devrais dire c'est hier, maintenant. Parce que, voilà. Donc, effectivement, il y a quand même pas mal de choses à faire pour aller au bout. Et puis, bien sûr, ce serait dommage de ne pas aller chercher des bénéfices. Et il y en a beaucoup, et on l'a vu dans le baromètre. Il y en a beaucoup parce qu'on a plus de données, on aura plus de données, et assez rapidement. On a donc la capacité à nourrir des systèmes d'information, à faire réellement du pilotage opérationnel, et qui va être ouvert à beaucoup plus d'entreprises. Donc toutes les entreprises qui font des reforecasts, où c'est l'enfer parce qu'elles n'arrivent pas à savoir où elles sont, et donc déjà elles mettent 2 mois pour savoir où elles étaient il y a 2 mois, là, on va avoir des trucs qui sont beaucoup plus mécaniques, et beaucoup plus industriels. Donc voilà ce que je voulais dire déjà sur cette partie-là. Puis après, je vais aller donc sur les 2 autres points.
qui sont qu'est-ce qui se passe au niveau européen et puis l'interopérabilité qui est un point important. Alors déjà, au niveau européen, bon, la France n'est pas la première, elle n'est pas la dernière non plus, mais il y a un certain nombre de pays, vous savoir, en Europe, qui a déjà mis en place des choses qui ressemblent, enfin qui essaient de collecter de l'information de TVA ou faire de la facture électronique. Alors le premier qu'on connaît et qui a ouvert le banc, c'est l'Italie, pour faire de la facture électronique obligatoire pour tout le monde. Mais il y avait déjà l'Espagne qui faisait du e-reporting depuis 2014, je crois, enfin, ça fait un certain temps, ou par là. Le Portugal, la Hongrie qui font ça, et puis à venir, bien sûr, il y a la France, mais il y a l'Allemagne qui dit qu'elle va passer à la facture électronique en 2025 sans s'être préparée, donc on leur souhaite bonne chance. Et puis, et puis il y a l'Espagne, donc on vient de le dire, qui aussi, après avoir fait beaucoup de e-reporting tout seul, fait de la facture électronique obligatoire, aussi dans un mode j'aurais tendance un peu démerdanzizich aussi, mais sur la partie interopérabilité en particulier. Mais voilà, c'est un mouvement qui se met en place. La Belgique aussi est en train de mettre en place le même type de réforme, la Roumanie, la Pologne, enfin... Ça se passe partout en Europe. Alors ça, c'est quand même un sujet, c'est que ça se passe partout en Europe, mais pas tout à fait de la même façon. Et donc, il y a eu une étude qui a pris 2 ans, qui s'appelle VIDA, pour VAT in the Digital Age, et qui a essayé de faire un point, essayer de tracer finalement une direction un peu commune pour tout le monde. Et de façon souvent assez étonnante, ils ont plutôt mis la barre, le curseur au plus loin, c'est-à-dire quelque chose qui est assez strict, simplement pour que la négociation ne revienne pas trop au centre. Mais c'est un point important. Et donc, qu'est-ce que dit cette réforme? Elle dit 2 choses. Enfin, elle dit plusieurs choses. Elle dit d'abord, on va changer, alors ça on n'est pas tout à fait d'accord sur la formule, mais ça va se régler. On va changer la définition, parce qu'aujourd'hui vous avez facture électronique, c'est une facture qui est électronique, émise et reçue sous forme électronique, mais on ne dit pas plus. Une facture PDF sans données, c'est une facture électronique. Et là, la Commission veut pouvoir changer en disant une facture électronique, c'est une facture électronique structurée. Alors avec un petit, on est en train de le faire, je pense, accepter, ça va être... donner mention obligatoire sous forme structurée. Après, on laisse la liberté aux choses un peu autres, parce qu'une facture, ça contient beaucoup d'informations, des fois qui n'ont rien à voir avec le traitement de la facture, mais qui sont importantes. Hein, vous prenez une facture d'électricité, eh bien, quand vous avez un problème d'électricité, le premier truc qu'on vous dit, c'est allez voir votre facture d'électricité, il y a écrit un truc dedans qui me permettra de vous aider pour faire revenir l'électricité. Hein, donc ça n'a rien à voir avec le traitement de la facture, mais c'est important de l'avoir sous la main. Alors, effectivement, le premier élément, c'est que les factures électroniques les factures électroniques seront structurées, ou auront en tous les cas l'ensemble des mentions obligatoires et tout ce qui permet de les traiter automatiquement de façon structurée. Et puis, qui va avec ce on avait demandé une dérogation, c'est le lever de l'obligation d'acceptation d'une facture électronique qui permettra à un certain nombre de pays de faire ce qu'on fait en France, c'est-à-dire, sans demander des dérogations, de faire la facture électronique obligatoire. Puis ensuite, on a une cible en 2028. La cible en 2028, elle dit la facture électronique, ça devient la règle. La facture papier, ça devient l'exception. Et en disant, et ça va commencer par les factures intracommunautaires seront obligatoirement électroniques au sens où je l'ai dit, c'est-à-dire avec des données. Donc toutes les factures intracommunautaires devront être électroniques avec des données à cet horizon-là. Et elles devront, on devra extraire de ces factures des données qu'on faudra pousser à une plateforme centrale européenne, éventuellement au travers de ces plateformes nationales. Donc typiquement un mécanisme de facture électronique comme en France, obligatoire sur l'intracommunautaire, et une remontée d'informations comme les flux 1, enfin le invoicing le fait en France en particulier. Et le e-reporting. Alors, il y a un autre point qui est de dire, effectivement, ces informations elles doivent remonter très vite. Donc, la directive, elle dit, enfin, le projet dit sous 2 jours. Alors, sous 2 jours, ça paraît délirant. Sous 2 jours de la date d'exigibilité de la facture. C'est pas, vous faites une livraison, sous 2 jours, il faut reporter ce qui est dans la livraison. Alors, vous n'avez pas encore fait la facture. Donc, ça, c'est un peu violent. Donc, la date est en train, dans les négociations, de s'éloigner un tout petit peu, mais on voit qu'on est dans beaucoup plus de temps réel. Et puis, le troisième point, c'est de dire, effectivement, si jamais des pays veulent, les pays ont le droit de dire on conserve la facture papier, mais s'ils veulent passer à la facture électronique, il faudra qu'ils le passent dans le même mécanisme. D'accord ? Donc avec à la fois de la facture électronique structurée, avec du reporting qui est extrait en temps quasi réel, et avec quelque chose que je n'ai pas mis dans le slide ici, qui est que globalement la Commission, elle veut un modèle qui est décentralisé, donc elle n'est pas très favorable au modèle centralisé.
Alors dans les négociations, centralisées et de pré-validation. Dans les négociations, l'Italie va essayer d'expliquer que son modèle n'est pas centralisé, ce qui ne va pas être facile, mais je pense qu'elle va y arriver. Et nous, on va essayer d'expliquer que c'est un modèle dans lequel on ne fait pas de la pré-validation, alors qu'en pratique, on ne laisse pas passer les factures qui ne sont pas conformes. Mais j'ai l'impression que tout ça va très bien se passer. Donc on va pouvoir poursuivre notre réforme correctement. Le seul petit sujet, c'est qu'il ne nous change pas la définition trop vite, parce que je vous rappelle que jusqu'en 2028, on a encore des factures qui n'ont pas les lignes, donc qui ne rentreraient pas dans la définition. Donc il y a un petit enjeu qu'on n'ait pas, nous, des factures électroniques qui ne sont pas considérées électroniques au niveau de la réforme. Mais bon, c'est encore un point de détail. Voilà. Tout ça est bien sûr basé sur la norme européenne, même s'il y a des petits sujets. Je ne vais pas faire les sujets dans les coins parce que ce serait trop compliqué, et ce slide-là est juste là pour répéter ce que je viens de dire. Alors il y a quelques mentions obligatoires qui sont rajoutées, mais ce n'est pas un énorme enjeu. Mettre un IBAN dans une facture, on sait le faire. Et l'échéancier de paiement, bon, c'est pas ça qui va rendre les choses très compliquées. Et il y a juste pour la petite histoire quelque chose qui va normalement disparaître, c'est qu'ils voulaient faire disparaître les factures périodiques. Alors, les factures périodiques, ça existe quand même beaucoup, y compris dans le transport. Et donc, si à chaque fois qu'on fait un transport, il faut faire une facture, ça va être fatigant. Et donc, je pense que collectivement, ils ont compris qu'il fallait le garder, donc ça devrait rester dans le périmètre. Alors, maintenant, je voulais finir sur l'interopérabilité, parce qu'effectivement, on voit le modèle européen, les Espagnols, les Allemands disent facture électronique, allez-y avec des plateformes, mais en fait, ça ne marche, le système décentralisé. L'intérêt du système italien, quelque part, c'est qu'on dit il y a une plateforme centrale, tout le monde se connecte, et on sent que ça va le faire, puisque tout le monde se connecte à un seul point, donc les flux vont passer. Quand on commence à dire on fait un truc décentralisé, il y a des plateformes, bah, si les plateformes ne sont pas connectées entre elles, ça va mal marcher. Voire pas marcher. Et donc, effectivement, l'interopérabilité, c'est clé dans une réforme où on est dans un mode décentralisé comme en France. Alors, je rappelle, l'interopérabilité, ça veut dire je peux gérer mes transactions commerciales sans avoir à utiliser la plateforme de mon acheteur ou de mon fournisseur. Je choisis la mienne, il choisit la sienne et ça marche. Et effectivement, quand on parle d'interopérabilité, c'est pas uniquement les formats. Parce que souvent, on s'est dit, ah bah, on a le même format. Dans les normes européennes, ça y est, c'est plié. Non, c'est pas le format, c'est aussi la transmission, avec le cycle de vie. Je le passe à quelqu'un, qui le passe à quelqu'un, etc. Il y a plein de gens qui peuvent les perdre. Comment je suis certain que la facture, elle est bien arrivée chez mon client, qu'il a dit à sa plateforme qu'il l'avait eu, que la plateforme m'a dit à la mienne qu'elle l'avait eu, et ma plateforme, elle me l'a prévenu aussi, hein, parce que des fois, c'est tout le monde qui a du mal à faire son boulot. Il y a l'adressage, c'est-à-dire, est-ce que je suis obligé, quand j'envoie une facture à quelqu'un, de dire avant, attends, on va appeler les techos, parce qu'il va falloir qu'on se connecte avant de s'envoyer une facture. Ça, si c'est comme ça, ça va être très long. Donc il faut bien un mécanisme comme le téléphone. Hein, quand vous appelez quelqu'un qui a Orange alors que vous êtes chez Bouygues, ça marche. Et vous n'avez pas à brancher des câbles avant. Voilà, ce n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui, et donc il faut que ça fonctionne mieux. Et puis après, il y a effectivement la conformité. Il ne faut pas que ce passage, parce qu'éventuellement il y a des traductions, des conversions, fasse que vous n'êtes plus conforme, votre facture n'est plus conforme à la réglementation, donc c'est un sujet important. Et puis le dernier qui est bien construit dans le cadre de la réforme avec l'annuaire, c'est la portabilité. Parce qu'effectivement, si on est dans un système de facture électronique où à chaque fois que je veux changer de prestataire, il faut que je dise à tous mes contreparties, j'ai changé de prestataire, donc attention, il faut changer vos fils de partout pour pouvoir recevoir ou émettre vos factures pour moi, ça va être compliqué. Et donc là, on a bien un système qui est avec des adresses universelles et qui va fonctionner tel qu'il est décrit en France. Donc théoriquement, c'est bien posé. Ce petit slide-là, il est là pour bien exprimer que vous avez dans cette réforme, on peut la voir comme... il y a les domaines de compétences. Il y a les domaines de compétences des OD traditionnels qui sont là pour aider les entreprises à rentrer dans la réforme. Et puis la réforme, elle se concentre surtout, d'ailleurs, on parle très peu des OD dans la réglementation, sur l'échange. C'est un mécanisme d'échange, c'est un système d'échange sécurisé. Et l'interopérabilité, elle se joue dans les deux endroits. C'est-à-dire, bien sûr, et c'est de ça dont je vais parler, c'est l'interopérabilité entre les PDP, d'une façon générale, mais les PDP, elles ne vont pas recevoir les factures, les distribuer comme ça par le Saint-Esprit, elles vont se connecter à des systèmes d'information qui eux-mêmes ont des ERP ou des systèmes de gestion. Et donc, il va falloir que ces deux-là se parlent aussi. Donc l'interopérabilité, c'est aussi entre vos systèmes d'information et les PDP. Parce que vous n'allez pas toujours envoyer des factures à la norme, normalement, et savoir traiter les statuts, etc. Alors effectivement, quand on pose le schéma en Y, souvent on le fait qu'avec une seule PDP, donc c'est facile, une PDP parle à une PDP. En réalité, elles sont plusieurs, et donc on est reparti dans le truc traditionnel du sac de nœuds. Ils sont moins nombreux, mais c'est quand même un sac de nœuds, et donc il faut savoir comment on va pouvoir interopérer tout ça. Si jamais je passe assez vite là-dessus,
Mais effectivement, que dit la réglementation? Et là, il ne faut pas confondre, pour ceux qui lisent les textes, la réglementation, elle dit deux choses. Elle dit, pour vous faire immatriculer, il faut démontrer votre interopérabilité avec une autre PDP, ou une interopérabilité en réseau. Mais elle dit surtout dans cet article-là, vous devez être interopéré avec toutes les PDP des destinataires de vos factures. Donc ça veut dire, en gros, avec tout le monde. Et donc, quand on fait le calcul, si on est, donc je ne sais pas comment ils seront, mais disons 50, c'est un bon chiffre. Si on fait ça à la main, il faut qu'on se gère 1225 collectivement en relation. Et en plus, ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un rentre, il y a du boulot pour les 50 qui sont déjà là. Le 51e, il file du boulot aux 50 premiers. Hein. Et puis lui, il a du boulot pour fois 50. Donc on sent que ça ne va pas fonctionner facilement. Ou alors à la fin, ça se termine par 5 ou 10 opérateurs seulement pour que ça marche. Et on voit qu'il y a beaucoup plus de candidats que ça. Et donc, effectivement, le sujet, c'est de dire il faut qu'on trouve un moyen de connexion automatique en utilisant un annuaire. Et il se trouve que ça fait un moment que les gens réfléchissent à ça, et ils le réfléchissent dans le cadre d'une interopérabilité entre acteurs de ce type. Et donc, c'est le fameux projet DCTCE, donc qui veut dire Decentralized Contrôle transactionnel continu, Exchange pour le E, ou modèle 5 coins, c'est-à-dire un modèle dans lequel les opérateurs et les plateformes peuvent se découvrir automatiquement. Alors, c'est fait sur la base de quelque chose, j'ai vu que c'était écrit, donc peut-être que vous commencez à le connaître, qui s'appelle un réseau qui s'appelle PayPal, qui a été fait à l'origine pour le secteur public, pour permettre aux opérateurs qui travaillaient dans le secteur public de s'interopérer, et puis d'une association des opérateurs européens de facturation électronique et plus. Donc on a plutôt les gens qui travaillent ce sujet, et d'ailleurs qui ont été créés en partie sur ce sujet. Et donc voilà le modèle sur lequel on travaille, qui est un modèle qui peut paraître simple. Finalement, on dit il y a un fournisseur qui doit envoyer une facture à un client, ils ont chacun leur service provider, enfin leur plateforme, et donc pour se découvrir, eh bien, il suffit de mettre leur adresse dans un annuaire qui s'appelle SML pour location, locator en anglais. Donc c'est un annuaire qui va dire l'entreprise Intel utilise la plateforme numéro 25, exactement ce que fait notre annuaire national. Et ensuite, on a un deuxième annuaire qui va dire ce client, il demande, il exige tel type de règle de gestion ou il préfère tel format. Et comme ça, la plateforme qui va émettre va pouvoir interroger ce deuxième annuaire avec un P qui veut dire public, publication, publishing, où on va publier le fait que moi, je préférerais recevoir des factures UBL avec une règle de gestion particulière qu'il faut qu'il y ait un numéro de bon de commande dedans. Et donc l'émetteur, il le sait, il peut faire des pré-contrôles, fabriquer les bonnes factures, les envoyer au bon endroit, et ça marche. Alors la seule difficulté ici, c'est que ça, c'est un modèle théorique qui fonctionne en pratique, mais on va dire, vu nos sujets à nous, plutôt en petit niveau. Nous, on a 4 millions de boîtes. Faire rentrer 4 millions de boîtes dans le SML, déjà, ça le fait exploser. Et puis, en plus, l'administration fiscale veut maîtriser son annuaire. Et donc, il a juste fallu qu'on fasse fonctionner ça en disant on va pas utiliser, on va l'utiliser différemment, l'annuaire, cette solution. On va quand même avoir un annuaire français pour le gérer. Et donc, cette façon de faire a été largement étudiée et discutée avec les forces en présence. Et on a donc aujourd'hui un mécanisme qui est en phase de test, dans lequel on sait exactement comment on va faire pour distribuer des factures avec les 3 formats, en interrogeant l'annuaire national, en faisant passer les messages de statut dedans proprement. Donc tout ça est défini. On n'est pas tout seul pour le faire, puisqu'il y a 50 participants déjà qui participent donc à tester ce mécanisme-là, dont la moitié ont déjà fait des tests opérationnels. C'est en cours. Le seul truc, c'est qu'il nous manque l'annuaire. Donc aujourd'hui, on le simule, l'annuaire du portail du PPF, mais il va venir. Et donc on a un fonctionnement qui est sur la route. Et l'objectif, c'est qu'effectivement, la plupart des plateformes adoptent ce mécanisme qui permettra aux plateformes de se découvrir automatiquement et donc de mettre le sujet d'interopérabilité derrière nous. Voilà ce que je voulais vous dire avec 2 minutes de retard. Merci beaucoup, Cyril.